Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi dans votre émission Bonjour d'Algérie en direct de la station régionale de Béchar. Nous sommes le jeudi 6 février 2025 et nous allons vous accompagner de 8h à 9h30. Donc pendant 1h30, je vais avoir le plaisir de recevoir plusieurs invités pour débattre de thématiques très intéressantes. Alors restez avec nous, on se retrouve avec notre premier invité juste après. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Lamia Sderi, membre d'une association très active dans le domaine de la protection de la faune et la flore sur le territoire national. C'est une association nationale. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi de vous accueillir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc justement, nous allons commencer par présenter votre association et le domaine d'activité de votre association. Oui, l'association que je représente ici sur la région de Béchar, c'est l'association algérienne de la documentation pour documentation pour la vie sauvage. Et en anglais, ce qu'on appelle Algerian Worldwide Association, c'est-à-dire qui s'occupe de tout ce qui est de la vie sauvage, que ce soit faune ou flore. Bon, l'association est créée il y a plus de 2 ans et elle intègre beaucoup de monde et elle est très active au niveau des réseaux sociaux. Et les membres de l'association sont de divers wilayas, c'est au niveau national. Ouais. Et ils ont plusieurs profils. Ils peuvent être parmi eux peuvent être académiques, c'est des universitaires, des enseignants universitaires, comme ils peuvent être aussi parmi eux, peuvent être des cadres de la direction des forêts, c'est-à-dire des conservations, et même ils peuvent être des amateurs de prise de photos ou des gens qui s'intéressent vraiment à l'environnement d'une façon générale. Et à la nature de manière plus large. Alors justement, vous êtes là avec nous puisque nous avons célébré le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides. Donc vous êtes dans ce domaine aussi, la protection des zones humides qui représente un refuge pour plusieurs animaux, notamment les oiseaux migrateurs. Et dans notre région, justement, on compte le barrage de Georges Torba, qui est un endroit extraordinaire avec divers paysages et flore et faune. Oui, c'est vrai. Dans le sens, dans le cadre de ce que vous venez de vous évoquer, c'est vrai. Le barrage, il fait partie vraiment des zones humides de la région. Et avant ça, je préfère vous donner une petite définition rapide sur les zones humides. Les zones humides, comme il est défini par la Convention de Ramsar, c'est des zones avec un écosystème très varié en termes de biodiversité et diversité paysagère aussi. Donc, on peut trouver des chutes, les sébras, les tourbières, les lagunes, les prairies et même les oasis. Oui. Donc, tout ça entre dans les zones humides et c'est parce que comme ça se dit, ça se prononce humide, le mot humide, ça se dit que l'eau est voilà. L'eau, c'est l'élément principal de cette appellation, exactement. Donc, dans ce sens-là, le 2 février de chaque année, comme ça en 1971, il y a une convention qui a été signée à la ville de Ramsar en Iran, et c'était une signature intergouvernementale, et l'Algérie a adhéré à cette convention en 1982. Donc, et depuis ce temps-là, l'Algérie a mentionné 50 sites dans la convention de Ramsar. Donc les 50 sites sont au territoire algérien, c'est ça? Oui,
Mais la majorité au niveau du nord. Du nord, d'accord. Dans le sud, il y a l'Oued et Ouergla et une partie d'un oasis à Timimoun. Et ici, pour nous, la région de Béchar, on a le barrage, mais il n'est pas encore classé. Et ce que l'association travaille depuis un certain temps pour que le barrage, est-ce que moi je préfère l'appeler le lac de Jorf Tsorba parce que avant c'était un lac et maintenant avec le travail l'activité humaine et son importance hydrologique il est devenu un barrage et pour l'activité humaine anthropologique et dans ce sens-là si je reviens à côté environnemental. Le lac de Jorf Tsorba et maintenant il renferme vraiment beaucoup de diversité, une biodiversité intéressante en faune et en flore. Justement, il faut citer qu'il existe à Jorf Tsorba la loutre, oui, qui est un animal rare. C'est un animal rare. La cigogne noire, qui est un oiseau migrateur qui s'y trouve. Donc il y a pas mal d'espèces, on va dire, d'animaux qui y vivent ou qui sont de passage et qu'il faut justement préserver. Oui, c'est ça, exactement. Préserver ce site-là et faire notre mieux de le protéger. Et l'entretenir surtout. L'entretenir parce que c'est un point de passage des oiseaux migrateurs et même certains oiseaux migrateurs, mais des fois certains oiseaux sont installés et s'installer. Même, je peux citer que le flamand rose maintenant, et on peut le considérer, il est toute l'année sur le site du barrage. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un bel oiseau et que les amateurs d'ornithologie l'adorent beaucoup. Avec ses mouvements très classe, oui, classe ses couleurs. Et c'est très poétique. Oui. C'est très poétique. Donc, dans ce sens-là aussi, on cite aussi la protection aussi de certains animaux aussi carnivores tels que la loutre. La loutre, c'est un animal vraiment très intéressant vu que c'est un symbole aussi des zones humides et de trouver cet animal symbole des zones humides dans des endroits arides, c'est vraiment extraordinaire et rare. Oui. Et il n'y a que quelques pays qui ont cette particularité, comme l'Irak, parce qu'ils ont le lac de Forat, même s'ils souffrent aussi de cette région-là, vu le changement climatique. Il y a en Syrie, il y a en Iran aussi, dans des zones arides. Et pour nous, dans le nord d'Afrique, on est les seuls à voir ça, à Béchar, à Jorf Tsorba, ce qui nous pousse à faire des efforts énormes pour le protéger, l'observer et essayer de notre mieux de le conserver et conserver son milieu, surtout son environnement. Surtout après la sécheresse qui a tapé la région pendant des années. Justement, madame, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR et on reviendra pour continuer le débat. Je vous laisse, chers téléspectateurs, apprécier ce VTR qu'a préparé Jawida Baba Ahmadi et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. D'une capacité de 365 millions de mètres cubes, s'étend sur une superficie de 94 km², le barrage de Jorf Tsorba est une zone humide artificielle d'une grande importance écologique. L'Algérie compte plus de 50 zones humides inscrites dans la liste de Ramsar. Ça vise à protéger ces espèces migratrices aquatiques dans les zones humides. Les zones humides ont un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique et la sauvegarde de la chaîne alimentaire grâce à la biodiversité en matière d'insectes, de mammifères et d'oiseaux migrateurs. La zone environnante, couvrant environ 4000 hectares, est riche en végétation, notamment en espèces de tamarix. Elle abrite une biodiversité remarquable
avec 43 espèces d'oiseaux et d'animaux rares, tels que le chacal doré, le fennec, le varan du désert, le renard famélique, la gerboise du désert, la fouette-queue, le goundi de l'Atlas, sans oublier des mammifères aquatiques comme la loutre commune et la tortue aquatique. L'avifaune de ce site est diversifiée. On en trouve la tadorne casarca, le héron cendré, le flamant rose, la foulque bacroule, le sterne ancel, le goéland le coffet, la pie grièche, le traquet à tête blanche et le cirli du désert. La dernière espèce découverte ici à Béchar est la costelle tachetée, au niveau de Djolf Torba, qui est le plus grand barrage au sud. Cependant, en 2022, une baisse significative du niveau d'eau de cette étendue provoque une mortalité massive de poissons, en menaçant ainsi l'écosystème local de ce site. هذه المنطقة الرطبة اللي تعتبر مكان مهم لتنوع بيولوجي وإيكولوجي غني جدا من بين أهم Dans cette zone humide, qui possède une grande importance écologique et très riche en biodiversité, on trouve une espèce très rare, qui est la loutre. C'est une espèce amphibie qui se nourrit de poissons. On ne la trouve pas ailleurs dans d'autres déserts du monde. C'est ce qui fait d'elle une espèce spéciale. Cependant, elle est en voie de disparition. Aujourd'hui, les amoureux de la nature, associations et autorités locales luttent pour la préservation de ce barrage, car elle est cruciale pour maintenir la biodiversité locale et soutenir les espèces migratrices qui dépendent de cette zone humide, dans une région semi-aride qu'est Béchar. Très beau paysage, et ce qui est encore magnifique, c'est la diversité de ces espèces animales. Et justement, ce qui est rare de trouver un endroit au sud qui abrite autant d'animaux, surtout dans une zone censée être aride et sèche. Oui, censée aride et sèche. Et donc, cette diversité ne fait que nous pousser, nous, à sensibiliser, essayer de sensibiliser le grand public à préserver ces endroits. Et même les ressources de ces hydriques, justement, comme on avait parlé déjà juste avant le VTR, de la période de sécheresse qui a frappé fortement la région pendant des années, ce qui a fait justement assécher de grandes surfaces du barrage, qui a fait fuir peut-être quelques animaux ou alors qui sont décédés, notamment les poissons, et ça fait mal au cœur. Donc, quelle est la stratégie justement pour faire face à d'autres périodes de sécheresse s'il y en aura? Et est-ce qu'il y a justement une stratégie pour anticiper ce genre de... Donc, vu... c'est pas évident, je sais, mais... C'est pas évident. Mais la fabrication, par exemple, de quelques petites digues, comme ça, oui, même s'il y a une sécheresse, qu'il y ait des endroits qui subviennent, qui restent, qui soient alimentés par d'autres sources, je sais pas, qu'il y ait des... Oui, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec vous, mais dans le sens... Vu qu'on a, pour nous, l'Algérie, le gouvernement, avec toutes ses directions de l'environnement et des forêts, des services des forêts et tout, ils font de leur mieux pour vraiment résoudre... grande importance, oui, justement, à la préservation. L'État algérien donne une grande importance et elle fait des stratégies, des efforts et des stratégies importantes pour vraiment faire face à la sécheresse et aussi répondre aussi aux besoins hydriques de l'homme surtout, pour les activités anthropoliques. Mais d'une pierre deux coups, quand on veut préserver l'eau pour l'être humain, forcément on va en faire pour les animaux. En contrepartie, il y a aussi la partie, la préservation de l'environnement qui est un peu...
une équation un peu difficile à vraiment maintenir en équilibre. Mais on essaie en tant qu'on peut, même si on ne peut pas le faire à 100%, si on arrive sous les directions de l'ONU, de l'environnement, elle incite tous les gouvernements dans le monde au moins à arriver à préserver 30% de leur richesse environnementale, c'est-à-dire écologique. Mais surtout donc, pour les espèces qui sont en voie de disparition encore disparition. Et si on parle de les animaux en voie de disparition, la loutre, elle fait partie, justement, même au niveau international, parmi les animaux en voie de disparition. Elle est classée en rouge par l'IUCN. L'IUCN, c'est l'International Union of Conservation Nature, c'est-à-dire la conservation de la nature. Elle est en stade rouge, et donc tout le monde il travaille acharné dans le monde entier, et même il y a des associations internationales qui travaillent sur ça aussi, et nous aussi sur notre site on essaye autant qu'on peut que sensibiliser la population bécharoise, ou même les visiteurs qui vont au barrage pour profiter de beaux paysages, de l'eau, et profiter de la paisibilité de l'endroit, de respecter aussi, respecter l'environnement des animaux aussi, de bien surtout, et d'un côté, et de l'autre côté aussi les chasseurs, de ne pas faire des trappes aussi parce qu'on a des photos où on avait une loutre qui était victime d'un trappe à un certain moment, et on a essayé de sensibiliser aussi. Il n'y a pas que la loutre, aussi de la gazelle, et à un certain moment on parlait de la gazelle, était un symbole, un vrai symbole du désert algérien, et aussi si on parle aussi en Algérie, à la région de Béchar, elle est aussi elle est en risque de disparition si il y a le lièvre et la gazelle aussi qui sont en risque de disparition si la population qui vont dans le Hmada et les chasseurs ne respecte pas les périodes de reproduction de ces animaux-là. Et la chasse aléatoire risque de mettre fin à l'espèce complètement, et on demande à la population d'être vraiment active, et ceci se fait aussi sur les réseaux sociaux en envoyant des photos, et des belles photos, et c'est la, comment dirais-je, faire découvrir justement une influence positive, faire une influence positive à toute la population. Quand elle voit des photos, de beaux photos, elle réagit d'une façon positive. Et même pour les chasseurs, les inciter à changer, comment dirais-je, d'attitude, et même de poser leur fusil de chasse et le remplacer par des caméras et des appareils photo, et comme ça fait changer cet état d'esprit de chasseur juste tué, prédateur, mais plus un prédateur avec la photo. Et donc prendre le plaisir de regarder sa photo et de partager avec les autres. Tout à fait. Pour la durabilité de cette faune et flore aussi. Si je parle de votre rôle d'association, qui est un rôle déjà de sensibilisation, mis à part les réseaux sociaux, est-ce que vous descendez sur terrain? Est-ce que vous faites des démarches pour sensibiliser les gens qui sont sur place, par exemple? Oui, ça arrive des fois, ça arrive, surtout avec les enfants. Sur place, si, mais avec prudence, et parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Alors, il faut respecter certaines psychologies des gens, et certains personnalités. Des dépliants, des affichages surtout. Sur place que vous pouvez laisser pour sensibiliser, mettre l'adresse email ou je sais pas, ou la page Facebook ou la chaîne YouTube, pour justement les inviter à voir et à regarder pour mieux comprendre. Oui, c'est ça se fait des fois, mais des fois, parce que quand on est dans le Hmada et dans le Hmada,
Il y a plein de choses, on peut tout voir. Alors, les membres qui vont pour bon, dans le REG, le ERG et tout ça, je sais que c'est pas évident. Mais comme par exemple des endroits qui sont fréquentés surtout, comme le barrage, comme oui, il y a le barrage, endroits, oui, les oasis par exemple, on sait qu'il y a du monde qui vient, on voit les traces, de feu, de machin. Donc, on sait où est-ce qu'ils vont camper régulièrement. Oui. Et là, on pourra leur rendre visite, c'est-à-dire en groupe, dispatcher des flyers. Dispatcher, parler, discuter des fois. Est-ce que vous avez vu les interpeller? Oui, ils vont eux-mêmes chercher l'espèce. Oui, ça aide. Des fois, cette communication, voilà. Ça aide beaucoup. À indiquer aussi. Ça indique, oui. Ça arrivait. Ça nous a arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui a vu la loutre. Mais qui ne savait pas trop ce que c'était. Non, il la voyait, mais vu qu'il nous suivait le travail de l'association, il l'a suivi et il fait partie maintenant de l'association et il partage. Super. Et maintenant, dès qu'il voit, même les chasseurs, l'association des chasseurs de poissons, qui est active sur le barrage, dès qu'il voit la loutre ou il voit un animal particulièrement non déjà vu, alors il avertit l'association pour mentionner et classer cette espèce-là. Justement, c'est ça que j'aimerais bien voir, cette communication, cette interaction, entraide, l'implication aussi de la population. C'est-à-dire que lorsqu'on les implique, ils sont forcément avec nous pour aider, pour sensibiliser, pour dévoiler, alerter quand ça va pas. Oui, exactement. Et c'est arrivé. Ceci c'est arrivé. Et on a profité de cette collaboration avec les gens. Et à cause de cette personne, on a pu aussi faire un article sur la loutre qui est dans un journal vraiment classé international spécialisé dans la loutre. Ça fait plaisir. Ça c'est extraordinaire. Et on estime, on souhaite, on estime, on espère faire plus sur les autres espèces et pour vraiment les rendre plus international pour connaître la région et c'est les animaux qui existent, la faune et la flore qui existent dans la région pour plus de vulgarisation de l'écosystème local de la région Béchar. Je suivis l'autre fois votre page, je pense avoir vu un chacal qui était classé pour une première fois, chacal blanc ou gris dans la région du sud algérien. Oui, je ne me rappelle pas. Doré. Je ne me rappelle pas de la couleur, mais c'était la nuit, il paraissait gris avec sur la photo. Maintenant, je ne sais pas trop quelle était sa vraie photo. Ça, c'est le travail des membres. Moi, je n'étais pas là, mais je suis fière qu'il y a des membres comme Kamal Turki et Faisal qui sortent et ils suivent les animaux de loin. Et par exemple, des fois, ça arrive qu'ils suivent des animaux et de loin et il apporte comment dirais-je, une observation mais de loin et sans entrer et ça nous permet aussi de faire le comptage, combien de membres, combien est-ce que la population, est-ce qu'elle est large ou est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle souffre de famine, parce qu'il y a, est-ce que il y a une comment dirais-je le food, c'est-à-dire l'alimentation, elle est déjà présente pour ces animaux-là, c'est-à-dire les petits comment dirais-je, les nouveau-nés, comment dirais-je, le fara'is saghira, les petites proies pour eux, pour qu'ils puissent survivre, surtout si on parle des chacals ou les fennecs ou les petits carnivores. Une dernière question justement. Est-ce que vous faites le suivi de ces animaux pour les compter? Est-ce qu'il y a des étiquetages? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance pour
pour voir leur... On n'est pas arrivé, on espère. Ouais. C'est ce que vraiment on espère, arriver à ce point-là. D'accord. Mais... Il faut dire que c'est une jeune association, en 2 ans, c'est très jeune dans l'âge d'une association. Mais on essaie d'aller un peu plus loin et voyons que l'association, les membres, tellement ils sont motivés que les moyens, c'est leurs propres moyens. C'est-à-dire ils achètent les caméras trappes avec leurs propres moyens. C'est-à-dire on achète avec nos propres moyens pour vraiment suivre ces animaux et les compter et voir leur évolution dans le temps si on arrive. Et ça nous arrive à voir de détecter de nouveaux animaux des fois. C'est simplement que je lance un appel aussi que les passagers ou les visiteurs qui passent dans l'Hmeda ou dans la forêt ou quelque chose, quand vous voyez une caméra trappe, veuillez ne pas la voler justement. Ne pas la prendre parce que ça c'est très important pour la surveillance de la faune qui existe dans de telles régions. Je vous remercie infiniment, Lamia Saderi. J'ai été très ravie de vous recevoir. Merci pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, je vous laisse vous reposer avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. والله يا مولانا ويا الله انت اللي فيك رجانا يا الله ضاقت الدنيا بهوالها عليا وغياب حبيبي رسول الله ليا ما عاد جاني في النوم ويا الله ويا مالي مالي يما مالي مالي عند علي يما مالي مالي خوتي سمحوا لي حب
جارك رعاه وكل عوين في الخزاني يما مالي مالي يما واحفظ فرجك وانظر الشيطان غار زين لك الدنيا بالفاني واغضض بصارك واحفظ فرجك وانظر الشيطان غار زين لك الدنيا بالفاني يما مالي. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous sur votre chaîne préférée Canal Algérie dans notre émission Bonjour d'Algérie en direct de la station régionale de Béchar et nous arrivons à notre deuxième plateau. Nous allons recevoir nos prochains invités juste après. Spectacle, il n'y a pas mieux que le cirque Ammar. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Isabelle, Jalel et Carlos. Ce sont trois membres du cirque Ammar qui se trouvent actuellement à Béchar. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Hello, Carlos. Alors, je commence avec vous, Isabelle. Vous allez nous présenter le cirque de manière générale, la logistique, le nombre de passages à Béchar et comment vous avez trouvé l'accueil à Béchar. Écoutez, c'est notre 4e passage à Béchar, puisque nous sommes venus en 2008 la première fois, puis si ma mémoire ne me fait pas défaut, en 2013, puis 2020 et enfin cette année en 2025. Et on est particulièrement heureux de retrouver cette jolie wilaya du Sud, parce que pour nous c'est vraiment des paysans. On est déjà aux portes du désert. Et c'est vraiment quelque chose de très plaisant pour l'ensemble des artistes, des techniciens, des personnels du cirque. Alors le cirque, vous parliez de logistique, c'est une grande famille. Hein, c'est un village qui s'installe littéralement quand on traverse une wilaya, puisqu'on a environ 50 personnes entre les artistes, les techniciens, les personnels administratifs. Et on a beaucoup de nationalités, car je le dis toujours, le cirque c'est à la fois intergénérationnel et interculturel. Tout à fait. Donc on a vraiment plaisir à retrouver ce public qui est enthousiaste. Et c'est pas encore trop tard, hein, puisque nous sommes jeudi, il reste encore le week-end, ce dernier week-end jusqu'au 8 pour venir découvrir le spectacle si c'est pas encore fait. La logistique, le cirque, c'est environ 24 semi-remorques de matériel, je vous disais une 50aine de personnes, c'est 2 heures de show qu'on essaye le plus intense et le plus diversifié possible. Et aujourd'hui, je vous ai amené 2 représentants du spectacle, en quelque sorte 2 artistes, à la fois Jalal, notre animateur qui est de JJL, qui est à la fois animateur et qui est également le chef d'orchestre de l'orchestre en live composé de musiciens algériens qui composent l'orchestre du cirque. Et puis Carlos, qui est l'animateur, on peut dire le coordonnateur du spectacle et que les enfants aiment beaucoup parce que c'est le clown. On le retrouve dans plein de numéros, mais pas seulement. C'est aussi un dresseur puisqu'il dresse également les lions. Vous voyez, dans le cirque, on fait un peu de tout. Là, voilà. Alors, entre le clown et le dresseur des lions, c'est vraiment énorme. C'est le grand écart. L'écart est énorme, justement. Et c'est aussi le fil conducteur de l'émission, du cirque, du show. C'est qui fait les c'est-à-dire pour préparer je ne sais pas comment vous appelez ça, la scène ou... Alors, il y a deux temps. Il y a à la fois, chez nous, il y a un peu 2 fils conducteurs. On peut dire à la fois Jalal, que vous retrouvez à l'ouverture, à l'animation, qui présente tous les jolis artistes que vous allez découvrir si vous venez nous voir. Et puis Carlos, qui est aussi un 2e fil conducteur parce que on accorde beaucoup d'importance au numéro comique parce que le cirque c'est pour les enfants. Tout à fait. Pas seulement, mais aussi pour les enfants. C'est pour toute la famille. Et Carlos intervient tout au long du spectacle. Et entre les spectacles, justement, le temps de préparer la scène pour le prochain spectacle. Absolument. Et voilà, il est en interaction, réactivité directe avec le public. Alors, Carlos, vous pouvez nous dire un petit mot comme ça sur vos passages? Bien.
Eh ben, je sais que vous ne parlez pas français, il parle régulièrement espagnol, il est espagnol justement. Il est colombien, il parle espagnol. Moi, je ne sais pas parler espagnol, alors Jalel, si vous pouvez faire la traduction. Comment que ça se passe, les shows qu'ils présentent avec les enfants? Est-ce qu'ils trouvent une bonne réactivité en Algérie de manière générale et à Béchar en particulier? Super bien, surtout avec les enfants. Ben, j'aimerais bien que ce soit sa réponse à lui. Mais bon, allez, ¿Cómo te sentí con los bambinos? Bueno, très bien. J'aime beaucoup l'énergie que c'est avec les bambins, qui sont divers caractères, pero c'est bien l'énergie des enfants d'Algérie. Alors, bon, j'ai compris que c'était les enfants, donc l'énergie est positive, il y a une bonne activité, ils sont réactifs avec lui. Oui. Et j'imagine qu'il n'y a pas, bon, à part les gens qui ont les phobies des clowns, mais sinon tout le monde adore le clown, sans exception. Oui. Il est que ce soit les grands et les petits. Hein. Il est très populaire parce que ça fait assez longtemps qu'il nous accompagne, alors les enfants le reconnaissent sur les affiches, sur... Même parfois, les réseaux sociaux d'ailleurs, maintenant c'est ça l'avantage, c'est que voilà, on arrive à voir le spectacle avant même d'y être et puis ça nous donne envie, voilà. Et comme je vous disais, le cirque ça a l'avantage de ne pas avoir de frontières. Vous voyez, il ne parle pas français, il ne parle pas l'arabe. Mais il arrive à communiquer. Mais il communique avec le public, avec les gestes, la gestuelle, les mimiques. Et avec le montage les couleurs, la tenue, la exactement. posture, mais il y a pas mal de façons pour communiquer en dehors de la langue, justement. Absolument. C'est pour ça que je dis toujours c'est interculturel, ça passe toutes les frontières et dans le cirque, il n'y a pas de frontières quelque part. Alors, je passe à Jalel. Comment vous vous êtes retrouvé au cirque, à animer justement un cirque Ammar que nous connaissons depuis des lustres, hein. Ça fait des années et des années qu'il passe en Algérie. Salam alaikum wa marhaba bina عندكم Azul Fellak. Salut à tous. À la base, je suis un chanteur. À la base. Alors, déjà, هنا في بشار عندي mes amis كانوا كنت معاه ولا كنا مع بعضنا في الحان وشباب en 2012. Après, j'ai le cirque comme un chanteur. Après, Steve, il a remarqué que peut-être je peux animer. Exactement. Allez, on va essayer. Top. Et voilà, vous avez débarqué dans l'animation. Exactement. Alors, du coup, l'animation et chef d'orchestre ou chanteur, c'est l'orchestre بعدا. الله يبارك. Mais كيفاش دخلت للسيرك؟ كيفاش جاتك l'idée pour adhérer au cirque? L'ex chef d'orchestre, un ami, moi, un pianiste, un très très bon pianiste, عيط لي قال لي ارواح comme un chanteur. جيت l'animateur اللي كان avec le cirque comme un train, mais il ne peut pas. Tout à fait. Exact. Mais basé sur une personne. Exactement. C'est le travail collectif. Alors, la polyvalence, il faut la diversité, il faut beaucoup de choses. Exact. لازم واحد يحبس الإنسان يقدر يمرض يقدر je sais pas. لازم يترمبلاصا بواحد. Alors, كل ترمبلاصي هنا. جا عندي قال لي جلال سي كارلوس. جا عندي قال لي جلال كاين زوج حاكمين لو ميكرو. Quel l'animateur ou le chanteur. L'animateur m'a quinze. Alors, c'est toi l'animateur maintenant. Allez, on y va. Et on est là. Et le coup d'essai est devenu coup de maître. Voilà, d'un coup, il a pris la place et c'est bien. Le cirque, c'est une école. Ben oui. Une école اللي فيها كل شيء. Exactement. اللي فيها كل شيء. كي دخلت لو سيرك فهمت القاورية يقول لك سي كوا سو سيرك. يعني واش ما يتلاقاش تلقاه في لو سيرك. Ou ce qui est inconcevable aussi, parfois c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, cette, je sais pas, complicité entre animaux sauvages et êtres humains. Exactement. Ce qui n'est pas censé être normal devient normal au cirque. N'importe quelle relation تقدر ترياليزها في لو سيرك. Tout à fait. N'importe quelle relation. Ah ben, je reviens vers Isabelle. Alors Isabelle, comment vous vous êtes retrouvée dans le monde du cirque? Comment étaient vos débuts? Comment vous avez intégré cette famille? Comment que ça s'est passé? Alors moi, il y a très très longtemps, moi je suis un peu l'ancêtre dans ce cirque. Pour ne pas dire, on va dire l'ancêtre, je préfère dire la mémoire. Mais non, il y a très longtemps. J'ai commencé dans le cirque il y a plus de 25 ans. Et en fait, j'ai fait des tournées un peu partout. Et on a eu cette opportunité formidable, vraiment une opportunité formidable de venir en Algérie.
La première visite du cirque, c'est 2003, puis 2004 avec l'ONCI, puis ensuite réellement on tournait... Mais c'était bien avant, hein, le cirque Ammar, c'était pas qu'en 2000. Le cirque Ammar, c'est plus ancien, mais nous, le cirque Ammar dans cette version-là, c'est vraiment, on va dire, à partir de 2003, 2004, 2005. Voilà. Donc ça fait plus de 20 ans. C'est une chance exceptionnelle. Pourquoi? Parce que d'abord, on a visité... le territoire est immense et on a visité énormément de wilayas, le plus au sud à l'est, El Oued, justement, on en avait discuté aux coulisses, donc vous nous avez parlé un petit peu du sud. C'est pas évident de se trimballer avec tout ce monde et tout ce matériel à travers, on sait que l'Algérie c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors vous avez franchi les hauts plateaux, vous avez atteint on va dire le début du désert. Donc sur l'ouest c'est Béchar, le centre. L'Arwat, Gardaïa, le plus au sud que nous sommes allés, et à l'est El Oued, Ouargla, Togourt. C'est à peu près voilà, donc vous avez touché les 3 régions au centre, est-ouest. Et puis, il y a aussi un autre volet où vous nous avez dit que ce n'est pas forcément les chefs-lieux de wilaya. Vous avez été même dans des daïrats. Absolument. On a été dans des daïrats, comme récemment, on est allé à Boussaada. Là, programmé Tejnel, c'est exact, Nbeida. On a programmé Agbou, je crois, aux alentours du mois d'avril. Si vous voulez, nous, on fait une tournée, on est en tournée nationale post-Covid, on va dire, hein, depuis juin 2022. Donc imaginez qu'on est un peu en train de sillonner tout le territoire national. Il y a des wilayas qu'on a déjà répétés, d'autres qu'on intègre au programme comme Béchar, qu'on n'avait pas visité depuis 2020. Et on essaie vraiment d'aller partout et de couvrir un maximum de wilayas et de faire plaisir à un maximum de familles, parce qu'un enfant, une famille, doit être un peu traité partout de la même façon, et je pense que c'est un peu la vocation du cirque. Et surtout au sud, comme il n'y a pas beaucoup d'endroits justement pour se distraire, pour passer du temps en famille, et du coup ça fait un bon moment de spectacle, de partage. Oui, absolument. Voilà. Puis c'est un bon moment pour nous aussi, parce que chaque fois qu'on découvre une wilaya ou qu'on redécouvre, et on peut dire redécouvrir, parce que quand on ne vient pas pendant 5 ans, les wilayas elles se développent, hein. Ça va très vite en Algérie. Qu'est-ce qui a changé justement à Béchar depuis 2000, la dernière fois que vous êtes venu? La ville s'est agrandie. Ah ben voilà. Ah ben moi j'ai vu que la ville s'est agrandie. En 5 ans, la ville s'est agrandie, c'est vrai. Et ce phénomène, on le ressent un peu dans toute l'Algérie. Les villes se développent très rapidement. Il y a vraiment un développement. C'est très enthousiasmant pour nous. Et puis vous pouvez penser que nous, ça fait 20 ans. Donc ça fait en gros 2 générations qui suivent ce cirque-là. Oui. C'est devenu vraiment, qui sont réappropriés Cirque Ammar. C'est le cirque des Algériens. Je dis souvent, ce qui est formidable, c'est de voir, et c'est vraiment très souvent, hein, où on a des gens qui viennent, ils nous disent « j'ai vu le cirque quand j'étais enfant ». Oui. Et puis ils viennent, ils sont avec leurs enfants. C'est extraordinaire pour nous, c'est très gratifiant. Et puis ça nous a apporté, c'est notre maison. Moi je me sens aujourd'hui certainement beaucoup plus algérienne que de toute autre nationalité, parce que je suis toute l'année ici. Ouais. On est en tournée 365 jours sur 365, et on fait très très peu de breaks. Donc je me sens surtout bien accueillie. Oui, l'Algérie, c'est formidable, parce qu'en Algérie, l'Algérien, il a du cœur. Ouais. Et il est chaleureux. Et il accueille les gens, quelle que soit leur origine. Hospitalier, il n'y a pas de problème. Ouais. Et il n'y a jamais de problème. Vous pouvez vous intégrer facilement avec la population. Je vous ai vu tout à l'heure parler quelques mots arabes. Ben, ça va, hein, vous vous débrouillez quand même en arabe, vous avez pris l'habitude. Chouïa. Non, mais ça va, vous vous débrouillez quand même. La chikchouka dont vous m'aviez parlé tout à l'heure. Voilà, on n'est pas perdus. Mais nous, on aime beaucoup l'Algérie et on se sent très bien. Et on remercie encore l'Algérie de nous accueillir. Vous êtes toujours la bienvenue. On va juste s'arrêter un petit moment pour voir ce VTR, découvrir le cirque de l'intérieur. Nous allons vous faire découvrir ce beau moment avec le VTR réalisé par Jawida Bab Ahmed. Et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Sous ce grand chapiteau, aux 1000 lumières, un monde de magie, d'audace et de tradition prend vie. Bienvenue au cirque Ammar, ici à Béchar, après 5 ans d'absence. Un spectacle qui fait rêver des générations depuis plus d'1 siècle. C'est la 4e fois que nous sommes ici à Béchar, puisque notre dernière visite remonte déjà à 2020.
On est venu en 2008, si ma mémoire est exacte, et en 2013. Et c'est toujours avec plaisir qu'on vient visiter cette belle wilaya du Sud, parce que c'est quasiment la wilaya où on va le plus au Sud depuis que nous faisons le cirque en Algérie. Cela fait 20 ans d'ailleurs qu'on fait le cirque en Algérie. Donc on a beaucoup de plaisir à venir ici. C'est à la fois des paysans, c'est un public merveilleux et on voit qu'il y a quand même pas mal d'engouement et que les gens sont très contents de nous accueillir et de nous retrouver. Et nous, ça nous fait la même chose. Réalisé avec une précision époustouflante, défiant les lois de la gravité, les numéros d'acrobatie et les équilibristes laissent le public en apnée à chaque mouvement. Mon nom est Sarabjit Singh, ici en Inde. J'ai travaillé avec la cirque, ça fait 16 ans. J'ai travaillé normalement avec les animaux déjà. Mais maintenant, j'ai travaillé tout. L'hôtesse, dans la piste, avec la crocodile. Le cirque ne serait pas complet sans ses artistes emblématiques, clowns malicieux, jongleurs habiles et dresseurs charismatiques. Le duo comique a particulièrement ravi les petits comme les grands, enchaînant gags et facettis, déclenchant des éclats de rire contagieux dans tout le chapiteau. C'est la première fois. هذه لبتي كان ساعة 2 ans ولا وهذه لا دوزيام فوا. كانت صغيرة ما تعقلش. سي اوكازيون باش تجيبها تشوف على كبرها وهذه لا بتيت ثاني ديكوفري لي الحيوانات كي تعرفي بور لومبيونس. فرحه كبيره ما توصفش كاع، اول مره نشوفه. التروازيام فوا راني نجي وشباب بزاف وعجبني وفور حاجه فور. عجبني في حيوانات حاجه مليحه ورانا التروازيام فوا ولا ننجو للتسليه ونشوفوا نبدلوا الوقت وباش زعما نفرحوا ونريحوا كاع. نشوفوا لي زانيمو، نشوفوا كيفاش زعما يتعاملوا ميم لي زانيمو سوفاج هادو يقدروا زعما يتعاملوا معاهم. جبنا الدراري، جبنا حنا نفوجوا هكا على الدراري على كاع ونشكروا على هذه المبادره. Avec une ambiance électrisante, les lumières vives, les costumes scintillants et la musique entraînante plongent le public béchari dans un voyage hors du temps. Alors le cirque, ça a la particularité d'être intergénérationnel et interculturel. Et il y a vraiment des artistes de partout, puisque nous avons cette année des Colombiens, Vénézuéliens, des Éthiopiens, des Indiens, des Italiens, et nous avons des Algériens. C'est très important de le dire, et pas dans une petite proportion, puisque le présentateur principal est algérien, il s'appelle Jalal, il est de Gigel, et il est aussi le chef d'orchestre de tout l'orchestre en live, qui est composé uniquement de musiciens algériens. Grâce à son savoir-faire unique, le cirque Amar reste un rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite s'évader, ne serait-ce que le temps d'un spectacle.
Eh ben voilà, pour les gens qui n'ont pas encore visité, qui n'ont pas encore apprécié le spectacle, eh ben vous êtes invités à y aller. On a vu une ambiance, superbe ambiance conviviale, que ce soit entre le personnel du cirque, que ce soit entre les membres de la même famille qui viennent, ou même des amis qui viennent partager ce moment de divertissement. Alors, comment vous avez ressenti en regardant ces images? Ça fait toujours chaud au cœur. Je pense que Djalal pourrait le dire mieux que moi, parce que lui, il est sur la piste. Moi, je suis une acrobate des papiers. Mais lui qui est sur la piste, j'imagine que quand il y a du monde, on le voit, on voit qu'ils ont le bonheur. Non, mais même à travers le VTR, on a vu, il y a peut-être des moments que vous ne voyez pas forcément quand vous êtes en plein spectacle. C'est très belles images, je dois dire. On vous fait découvrir une autre face. Oui, c'est très belles images, c'est très bien filmé. Ça fait plaisir. C'est vraiment très agréable. Et c'est vrai qu'on nous-mêmes, vous savez, nous on redevient des enfants aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on cesse d'être un enfant quand on est au cirque? Je ne pense pas, parce que chaque fois qu'on franchit le chapiteau, on regarde et on a beau connaître le numéro, la réplique, tout ce que vous voulez, on a la même émotion et ça marche. Et si on doit rigoler, on va rigoler. Si on doit être ému, on est ému, parce que c'est ça, c'est un mélange d'émotions, de rire, de sensations fortes, et on est embarqué en fait. Hein. Même quand on connaît le show. Mais est-ce qu'il y a des moments où il y a des choses, des imprévus comme ça qui surgissent au milieu de la scène? Comment vous gérez quand il y a des imprévus? Voilà, je pense que Djalal ou Carlos Djalal est beaucoup plus exposé peut-être à ce genre de situation. Le cirque, les étapes, les faits, l'étape الأولى الثانية الثالثة الرابعة oui. Alors, on a des êtres humains, des fois, ça sera l'erreur. Mais, بحكم l'expérience, la réaction toujours تكون le spectateur ما راح يشوف والو. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, un cas où vous avez eu justement à gérer un souci ou un imprévu? Un cas la dernière fois, un acrobate, l'épaule. Oh là là. Oui, l'épaule, mais bon, ça va. Déboîté ou là? Un peu, oui. Oh là là, le pauvre. J'espère qu'il est rétabli quand même. Non, direct. Tant mieux. Rapide. أحكي لك حكاية. Très importante. ونهضرها en arabe باش أي واحد exact, voilà. Les Algériens. Comme un Algérien. نكون الداخل في البيستا في لابيست وما يقول لك بالك ايطاليان بالك اسبانيول بالك من كولومبي بالك تشوف فيهم كي يعرفوني باللي الجيريان كيفاش يديروا يفرحوا الانرجي باسيوها لي جات الجيريان وي واو واحد الانرجي باسيوها لي ميم يكون دي فوا المورال كي تعرفي سي دي باي ديو نكون المورال سوليدير لي الجيريان ديراك بيطلعوا لي صافي ان تري غران بليزير باسكو في 20 سنه اللي فاتوا ما فاتش عليها ان الجيريان هذا لو بوست اكزاكتومون فهمتي من لو روتور تاعو صافي 22 ans maintenant en 2023 maintenant oui صافي شحال bientôt 22 ans exactement ça nous rajeunit pas 22 ans من لو روتور 22 ans من لو روتور يعطيوني واحد الانرجي بارتو قاله شلف الجي وهرن. Ça fait très grand plaisir. Et vous les tournez à l'étranger, vous les faites avec eux, ça se passe comment? Il est arrivé que le cirque, alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait tourner à l'étranger, mais le cirque est parti au Brésil. Je crois que Carlos, il était au Brésil, hein. Tu verras, le Brésil. Donc on est parti avec la même équipe, avec l'équipe, notamment les personnels algériens qui nous accompagnent, techniciens et parfois des gens sur la piste. Hein, c'est pas... On a toujours eu, quand il parlait d'école, un petit peu, Djalal, il a raison, parce qu'on a toujours eu des talents qui arrivent, et puis on essaye de les mettre en place pour créer un numéro. Alors on a eu un champion qui tirait aux fléchettes, qui était un champion, on a eu des acrobates de Blida. Justement, on a vu un changement par rapport à 2000, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques disparitions, il y a eu des nouvelles apparitions aussi. Donc on a vu du monde qui n'est pas revenu avec vous et d'autres qui sont venus pour la première fois à Bchar. On doit renouveler les spectacles, c'est une nécessité, donc on essaye de se renouveler. Ça c'est le travail de la famille Tony, de Steve qui est le metteur en scène du spectacle, qui est épaulé par... Parce que lui il est clown, il est dompteur, puis il organise aussi le show. Vous parliez de vigilance quand il y a des imprévus, mais... Ah ben c'est lui. Mais oui, parce qu'il regarde tout. Il regarde tout, Carlos. Alors, Carlos, comment vous faites pour intervenir? Alors, quand il y a un imprévu, quelqu'un lui fait la traduction, parce que moi, je ne sais pas parler espagnol. Qualcosa che non va bene nel spettacolo.
Come hace la improvisación, ¿no? Sí, siempre, normalement le spectacle continue normal. Si un problème grand, siempre c'est moi ou c'est autre personne avec moi qui arrive à la pista pour faire que le spectacle non arrive comme mal. La personne comme non regarde la partie mal du spectacle. Et après le spectacle, c'est fait la correction de tout. C'est-à-dire, comment vous faites pour faire la correction? On fait la practice. Il fait des répétitions. Après spectacle, non c'est ici, c'est Carlos normal, con autre fois. D'accord. Ça, c'est pour les parties qu'il représente dans le show, c'est ça. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir comment il arrive à distinguer qu'il y a un phénomène, quelque chose qui arrive, qui ne va pas, pour absorber peut-être une colère, peut-être qu'il y a un retard dans le show et que la foule commence à... Non, ça, on n'a pas parce que c'est professionnel. Ce sont des gens qui font du cirque depuis toujours. Hein, mais justement, c'est ça, c'est leur professionnalisme qui fait que voilà, ils absorbent tout ça. Absolument, ils absorbent et comment ils voient. Le cirque, c'est deux choses. Comment ils interviennent? C'est la vigilance et le timing. Exactement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va tout de suite. Je vous donne un exemple. Il y a un numéro parce qu'il y a un problème. Imaginons un petit problème de moteur. On ne peut pas descendre la boule et les motos. Il va tout de suite improviser un spectacle, un jeu, mettre une reprise comique ou autre chose. Parce que le but du faire jeu, descendre quelques enfants de la scène, sur scène pour faire un petit, je sais pas. On a vu tout à l'heure un petit jeu pour enfants. C'est peut-être pour gagner du temps ou alors. Parce que c'est très important que le public passe. On lui doit les 2 heures de bonheur. Il faut s'oublier. Quand on est dans le cirque, on doit être complètement embarqué. Exactement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Et le propre de ce cirque, c'est de n'avoir jamais de temps mort. Donc ce sont des professionnels, et comme il vous a dit, quand il y a un problème, ensuite il va répéter encore, répéter et encore répéter, parce que pour arriver à faire ces 2 heures de spectacle, comme ça, qui paraissent, c'est le but du jeu, ça doit arriver comme ça, il faut quand même, c'est un travail, il y a des répétitions tous les matins, on essaye de changer le spectacle, d'améliorer, et c'est en constante évolution. Et ça, c'est le travail de l'ensemble de la troupe et des techniciens qui participent tous avec leurs compétences au show. Vous voyez sur la piste, d'ailleurs, on voyait tout à l'heure, il y avait un grand homme fort. C'est aussi un Algérien qui n'a pas commencé chez nous comme artiste, mais qui l'est devenu au fil du temps. Et on est là pour essayer de... c'est ça le professionnalisme, qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens passent un bon moment. Et les petits problèmes, quand ils arrivent, ils ne sont pas si nombreux. Ils sont réglés parce qu'on a une équipe de professionnels qui connaissent leur travail, qui ont des réflexes et qui sont toujours en vigilance. Qui anticipent justement avant que ça en explose. Donc, absolument. Dès que ça commence à dégénérer, avant même que... Ça ne peut pas dégénérer. Ça ne doit pas dégénérer. D'ailleurs, il n'y a aucune raison que ça dégénère. Chapeau bas à toute l'équipe. Ça fait plaisir, cette entente, cette ambiance. Je fais une petite parenthèse sur Carlos, mais Carlos, il est né dans un cirque. Il est né dans un cirque en Colombie. Il est nato nel circo. Si. Il bambino. Comment ça? C'est sa maman qui était... Sa famille, il est d'une famille de cirque. C'est-à-dire qu'il a commencé... Toute sa famille dans le cirque. Toute la famille, super. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, la maman? Maman, avant, c'est le trapèze. Trapèze. Oui. Ok, le papa? Le papa, clown et acrobatique. Et les bambines, c'est des enfants aussi. C'est moi, entre la pista pour travailler à 3 ans. 3 ans. À l'âge de 3 ans. Le petit. Toute une vie, hein, déjà. Et sa fille, il a 2 enfants. Il a une fille qui travaille avec vous? Par le passé, maintenant elle est en Colombie, je crois, mais elle travaille aussi dans le cirque. Mais elle a commencé elle aussi dans le cirque, et donc voilà, c'est une famille... Jeune. Déjà lui, il a commencé à 3 ans, c'est très jeune. Jeune. Et vous savez, c'est quelque chose de patrimonial, le cirque. Ouais. Quand on est d'une famille de cirque, ce qui est le cas des propriétaires du cirque, la famille Toni, donc sont des Italiens, c'est la 6e génération. Ça va dans le sang. C'est dans le sang. Ouais. Ils font le cirque. Leur papa faisait le cirque, leur grand-papa faisait le cirque, leur arrière-grand-papa. Et c'est tellement une famille populaire en Italie que cette famille, quand il y a eu les 200 ans de l'histoire de la famille Toni, il y a eu un énorme reportage à la RAI qui a duré 2 heures pour raconter l'épopée de la famille Toni. Alors lui, en Colombie, c'est la même chose. Il fait du cirque depuis probablement plusieurs générations. Quanto generación? Yo soy la cuarta. 4e génération.
Et Jalal, lui, il est à la première. Mais comme il a un enfant, on peut supposer que son fils, ce sera la deuxième génération. Fera partie de l'équipe. Dans 15 ans, il viendra sur le plateau, vous y serez encore, et il dira, je suis la deuxième génération. Inch'Allah, oui, avec plaisir, pourquoi pas. Ça dépend de ce qu'il va choisir comme discipline, mais sinon, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait adopter à très jeune âge, faire, et puis améliorer, et puis à la diversité aussi. On peut s'imprégner des autres, apprendre. Et, absolument. On s'enrichit les uns les autres. Tout à fait. Je vous remercie pour toutes ces informations. Vous avez un dernier mot à nous dire aux téléspectateurs. Vous êtes là jusqu'au 8 février. Et ensuite, nous serons à Mascara et à Ramadan. Les Algérois pourront nous retrouver comme chaque année. Super. Donc, vous allez finir le Ramadan à Alger, c'est ça? Absolument. Nous avons Ramadan à Alger, puis après, on a encore retourné. Vous avez déjà choisi l'endroit où vous serez à Mascara? Probablement à Mascara, je ne sais pas encore la place. Pas encore. Et à Alger? Alger, je pense que ça sera au Sablette, sous réserve, parce que on est en train de finaliser les autorisations. Mais sinon, c'est à Sablette. À Béchar, vous êtes du côté du pôle universitaire L'Ahmar. Pour les gens qui veulent y être, justement, rendre visite, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Mais sinon, je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, qui refait 2-3 fois, entre familles, entre amis. Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre venue, pour toutes les informations. J'espère vous retrouver très prochainement. Ça ne va pas durer 5 ans, j'espère quand même. 5 ans, c'est long. Oui, on va revenir avant. On revient avant. Inch'Allah. Vous serez toujours les bienvenus et ça fait toujours plaisir aux enfants comme aux adultes. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous recevrons notre prochain invité. Restez avec nous.
الله سيدي وطالب دي في الله سيدي ولا إله إلا الله سيدي وهذا على الله سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي وطالب دي في الله سيدي ولا إله إلا الله سيدي وهذا عار الله سيدي أيوبني يوبني أيوبني يوبني أيوبني يوبني أيوبني يوبني أيوبني يوبني أيوبني يوبني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Bonne musique bien rythmée pour bien commencer votre journée. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour. Nous sommes en direct avec vous de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ma troisième invitée dans notre troisième plateau de santé. C'est Madame Smahia Boukhadda, docteur Smahia Boukhadda. Bonjour Madame, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour pour tout le monde, bien sûr, et tout le plaisir est pour moi. Et merci pour l'invitation, bien sûr. Le plaisir est partagé. Justement, nous allons parler d'une saine et bonne nutrition, comment on fait pour choisir pour son alimentation et voilà ce qui fait du bien, surtout pour les personnes qui ont des restrictions, des interdictions, des régimes à faire et tout ça. Bien sûr, une alimentation saine et équilibrée. Tout le monde en parle, oui. Tout le monde, on connaît à peu près les bases, mais généralement, bien sûr, personne ne fait attention quand même. Avec le changement social et économique, oui. Les gens quand même, ils font plus attention à leur santé. On choisit plus les bons nutriments parce que pour un corps sain, physiquement et mentalement, on doit choisir nos nutriments essentiels, bien sûr, et donner les proportions adéquates pour le corps. Même quand on choisit, parfois on n'arrive pas à maintenir. Bien sûr. Et parfois on choisit, mais on prépare mal. Par exemple, quand on prépare des fritures. Par exemple, dans le cas je prends un légume et si je le fais en friture, ben voilà, j'ai tout gâché. Bien sûr, exactement. Donc il faut bien choisir ces aliments, les choisir frais et bien sûr naturels. Les fruits et légumes de la saison, bien sûr. Il faut qu'on discute ça, les fruits et légumes de la saison. Bien les préparer, j'insiste. Préparation maison, parce qu'on a un problème avec les préparations industrielles. C'est-à-dire, il vaut mieux éviter tout ce qui est industriel. Oui. Parce qu'il y a toujours un excès de mauvaises graisses, parce que la graisse, on parle toujours de graisse, mais il y a quand même les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Exactement. Exactement. Donc, il y a un excès de sucre et un excès de sel. Tout le monde en parle. On dit tellement de mauvaises choses sur le sucre et le sel, mais on en consomme. Le problème, c'est qu'on a tendance à peut-être défavoriser le sucre, le sel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à manger trop salé. Par contre, on n'arrive pas à s'en rendre compte quand c'est trop sucré. Trop sucré. C'est là d'ailleurs, c'est une addiction. Le sucre est une addiction. Oui. Addiction, ça, entre parenthèses, ça concerne drogue. C'est-à-dire, on a tendance à s'accoutumer au sucre. Parce que le goût, tu sais... c'est une habitude. Le goût, c'est vrai. On arrive à l'éduquer. C'est-à-dire, on éduque notre goût. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, par exemple... Après 20 ans de consommation de café sucré, ils arrivent quand même à consommer le café non sucré. Oui. Et ils vous disent, oui, ça y est, on est habitué. Donc, on peut, quand on veut, on peut.
Mais généralement, on ne fait pas l'effort. On a tous des tentations, et on surconsomme du sucre. Parce qu'actuellement, le grand problème, c'est la consommation du sucre avec l'obésité, les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension. Tout le monde en souffre. Sachant que le sucre ajouté fait partie de la majorité des aliments. La majorité des aliments. Les jus, les gâteaux, les aliments industrialisés, bien sûr. Parce que généralement, à la maison, on peut... On consomme moins, mais quand même, quand je fais un café au lait avec 2 cuillères à sucre ou 2 morceaux de sucre, quand je fais une tarte avec 4 cuillères à sucre. Sinon plus, oui. Sinon, quand je fais un gâteau et que je le trimballe avec pas mal de sucreries, de chocolat, on met pas mal de trucs. Même quand il est fait à la maison, on y met des trucs de... Exactement, parce que même quand on prépare quelque chose, j'insiste sur la préparation, parce que quand on prépare un gratin, on met une tonne de fromage industrialisé avec ces mauvaises graisses et beaucoup de sel, ça, c'est pas la préparation maison. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire, j'insiste énormément sur la nature du produit, qui doit être un bon produit. Et il faut insister pour lire l'étiquette de chaque produit qu'on achète au supermarché, à la supérette et tout ça. C'est-à-dire, il faut insister pour savoir ce qu'on consomme. On doit savoir ce qu'on est en train de consommer. Vérifier les dates aussi, vérifier la source, vérifier Exactement. Même quand on pense prendre quelque chose de naturel, quand on est hors saison et qu'on retrouve un fruit, c'est forcément pas quelque chose de naturel. Très bien, très bien. C'est les fruits naturels, frais et de la saison. Je ne dis pas de la région parce que généralement... Il faut surtout demander la provenance, savoir d'où ça vient. D'où ça vient, exactement. Si on me dit que c'est quelque chose de blida, par exemple, et que c'est hors saison, je sais que voilà, c'est pas naturel. Si on me dit que c'est quelque chose de l'étranger, d'un autre pays, alors que dans ce pays il fait chaud, je comprends pourquoi le fruit il est là. Mais il faut avoir une culture justement pour bien diagnostiquer, pour bien choisir ses aliments. Pour bien choisir ses aliments. Parce que le choix des aliments, c'est déjà l'essentiel. Après, ça vient la préparation et la consommation, la surconsommation. On ne doit pas surconsommer. Tout à fait. On doit limiter nos consommations quand même. Il faut limiter la consommation parce que c'est un tout. Pour conserver sa santé, c'est un tout. Parce qu'on a tellement de maladies chroniques qui sont dues à notre mauvaise alimentation et à la sédentarité que c'est devenu un fléau. C'est un vrai fléau de la société. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Et puis il y a d'autres sociétés, d'autres pays où ce phénomène fait ravage. On n'a qu'à en tirer le son avant que ça ne soit le cas en Algérie aussi, parce que on voit que le phénomène d'obésité à très jeune âge commence dans des pays qui ont pris justement l'habitude des fast-food, des trucs remplis de fromage, de manger malsain vite fait dehors, avec le manque d'activité aussi, cette paresse qu'on a à partir de très jeune âge. Les enfants ne jouent plus dehors, ils sont figés devant des écrans et ça, c'est pas bien. La sédentarité infantile, le problème. C'est-à-dire que les enfants, ils passent beaucoup de temps en face de la télé, en face d'une console, d'un téléphone, d'un écran de manière générale. C'est une sédentarité infantile. Et l'obésité. Et en plus, ils sont assis et ils consomment des jus, des chocolats, des trucs chips, salés, des chocolats, des salés. Ils sont en train de consommer tout ce qui est mal, des jus industrialisés, c'est-à-dire ils sont en train de consommer, de ne pas bouger, de ne pas jouer. Et là, c'est le grand problème. On est en train de fabriquer une société, c'est les enfants, c'est la base de la société, une société qui est remplie d'obèses et de maladies chroniques. Il faut le dire quand même, c'est surtout des maladies chroniques, de diabète et d'hypertension. Qui dit hypertension dit maladie cardiaque, dit des AVC, c'est-à-dire une société qui va être quand même handicapée. Et c'est très lourd. La prise en charge est vraiment très lourde. Très lourde côté médicaments, côté suivi, côté médecin. C'est-à-dire il faut quand même essayer d'être un petit peu raisonnable. Il suffit juste de bien consommer, de consommer ce qui est bon pour la santé
on a quand même les aliments. Moi, je ne suis pas pour la restriction, parce que c'est frustrant. Et même le corps, il va demander, dès qu'on le prive, il va demander encore plus. La privation, je suis contre. Parce la modération, c'est vraiment, il faut être juste modéré. Moi, je suis avec les plaisirs de la table, comme on dit. C'est-à-dire, les plaisirs, c'est très important. Le plaisir de la table est très important. On consomme ce qui... Il faut quand même... Manger équilibré, il faut de tout pour le corps, voilà. Il faut manger quand même. Il faut manger de tout sans se priver, mais avec modération, avec une bonne préparation. C'est ce qui fait d'avoir une bonne santé physique et mentale. J'insiste. Parce que la santé physique, ça va avec la santé mentale. Quand on a une maladie chronique, nous, on le voit dans les consultations, une maladie chronique, ça constitue toujours un handicap mental. Tout à fait. Les gens ne l'acceptent pas, c'est difficile, il faut prendre des médicaments tout le temps, il faut quand même faire attention à ne pas manger ça. Et ça c'est vraiment frustrant pour l'individu. Oui, c'est pas évident. Et donc, pour avoir une bonne santé morale, et physique et morale, il faut quand même bien s'alimenter. Il y a bien sûr deux piliers, c'est l'alimentation et l'activité physique. L'éducation, ce n'est pas que le moral, l'apprentissage, mais c'est aussi bien manger et sainement, l'éduquer à avoir de bonnes habitudes dans la vie. Ça commence par le goûter déjà. Ouais. Quand la maman met un goûter, on va dire une bouteille ou une petite boîte de jus, je sais pas, un morceau de gâteau, je sais pas, il y a des trucs comme ça, plein de sucreries, plein de trucs nocifs pour le corps. Alors qu'il suffit d'avoir un petit fruit, une bouteille d'eau, je sais pas, un bout de pain au fromage, comme autrefois. On avait des trucs à la maison, nos mamans et nos grands-mères, quand on faisait bouillir le lait et que voilà, c'était pas bon. On récupérait ça, on en faisait un petit fromage à l'ail, salé, et on nous le donnait comme justement... Comme goûter, oui. Comme casse-croûte, justement, à tout moment. Pois chiches au cumin. Par exemple, c'était des trucs vraiment très simples, mais très simples. Des choses très simples et que les enfants arrivent à aimer. Ouais. C'est-à-dire que les enfants aiment. Les enfants on en aiment, garde un très bon souvenir. Les pâtes, ils les adorent. Voilà. Il suffit juste des pâtes. D'ajouter un petit peu de légumes. Un peu de légumes. Un peu de fromage. Oui, les enfants adorent ça. De carottes, un peu de petits pois, on peut faire un petit mélange, ça donne envie avec les couleurs. Et puis c'est ça. Plutôt que de leur donner un gâteau, un jus, machin, un jus pressé, par exemple, à la maison, il y a les oranges qui sont de 16 ans, on leur fait un petit jus comme ça, dans une petite bouteille, c'est nettement mieux que de leur acheter un flacon, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, il y a tellement de sucre, c'est bourré de sucre, parce que tout ce qui est industrialisé, généralement, c'est plein de sucre, de sel, et de mauvaises graisses. J'insiste sur ça, parce que ça c'est très important. Et ça commence depuis le jeune âge. Alors s'il commence à prendre l'habitude alors qu'il est à l'école, demain ça sera plus difficile pour son Ça commence depuis la naissance, avec l'allaitement maternel. Oui. Parce que le lait maternel, il n'est pas sucré. Oui. Il faut voir, parce qu'il faut goûter. Le lait maternel, il n'est pas sucré. Alors que le lait artificiel, entre parenthèses, le lait de vache, donc ça a un petit peu de sucre. Donc ça commence, on éduque. Moi j'insiste sur éduquer le goût. Oui. Le goût de l'enfant, on peut l'éduquer. Si on lui donne une alimentation dès son jeune âge qui n'est pas sucrée, qui n'est pas salée, il va s'habituer. Tout à fait. S'il s'habitue à un fruit, il s'habitue au goût du fructose. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les fruits. Ils ne sont pas habitués au goût du fructose, qui est un sucre simple, mais qui est un bon sucre, bien sûr, par rapport au sucre surajouté, qui est le saccharose. Donc, j'insiste sur le fait d'éduquer l'enfant dès son jeune âge. Et ça reste. Une alimentation saine, je ne parle pas de régime, moi je suis contre ce mot régime, parce que généralement c'est une frustration. Dès qu'on parle régime, on dit des légumes à la vapeur. Pas forcément. Je dis une alimentation pour tout le monde. C'est-à-dire une alimentation familiale. Au niveau de la famille, il faut qu'on s'habitue à manger
tout le monde sauter, mange la même à chose. cuire avec... alors, une question justement. Les air fryers... les air fryers. Comment on appelle ça? Les fritures avec gouttes minimes d'huile. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Vraiment, actuellement, on favorise ça. Moi, je dis quand même, avec les temps actuels... Mais ce air fryer, ce cuisson avec l'air, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment efficace? Actuellement, c'est très en vogue, si on veut dire. Oui. Mais c'est à la mode maintenant. Ouais, généralement, c'est-à-dire que c'est la quantité d'huile qui est réduite. Par rapport aux fritures, puisqu'on est habitué aux autres fritures. C'est pas à déconseiller, mais c'est toujours à limiter. D'accord. À limiter, c'est toujours à limiter. Alors, quand on parle de à la vapeur et qu'on fait sauter un petit peu à la poêle, avec huile d'olive ou autre, ça marche? L'huile d'olive, c'est toujours bien. Ouais, oui, ça mais marche, parfois, bien sûr. on nous Sauter dit que à voilà, l'huile quand d'olive, c'est cuit, c'est pas bien. C'est formidable. Très c'est bien. idéal. Donc, si vous pouvez nous donner quelques recettes, quelques astuces comme ça, la personne saura comment se débrouiller. C'est-à-dire, on a tendance à penser que voilà, régime, c'est privation, c'est tout ce qui est fade, tout ce qui est voilà. Qui n'a pas de goût. Qui n'a pas de goût. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai plaisir de la table. Donc, voilà. Donc il faut. Ce qui n'est pas le cas. Quand on est à table, on doit se faire plaisir. Voilà, moi personnellement, j'aime bien le riz blanc. Et chaque fois qu'on me voit le prendre, on me dit c'est un truc pour malade, on dirait que tu es alité ou hospitalisé. Je leur dis si ce n'était pas bon, on ne l'aurait pas donné aux malades. Ça, c'est une phrase que j'utilise depuis longtemps. C'est la moitié de la planète qui mange du riz blanc. Les moi, Asiatiques, c'est la moitié de la planète. Non, mais je veux dire sans sauce, sans rien du tout, sans truc rajouté. Hein, je le prends tout. C'est bien. Moi, j'aime bien. Alors, si vous pouvez nous donner quelques recettes comme ça, que la personne sache un petit peu. C'est toujours, par exemple, nous, on a tendance à faire des ragoûts. Le ragoût, il est bon. Le ragoût, c'est une très bonne préparation. D'accord. Il suffit de ne pas mettre des viandes grasses. Non, mais il suffit de manger à la cuillère ou à la fourchette. Oui, parce exactement. Que là, quand on commence à consommer le pain, exactement. C'est ça le temps. Il ne faut pas manger avec le pain. On insiste toujours sur ça. Donc, prendre un bout de pain et puis continuer à manger avec une cuillère ou une fourchette. Une fourchette, voilà. Ça, c'est l'idéal. Il faut apprendre aux enfants à manger avec des cuillères et des fourchettes. Avec une cuillère et une fourchette. Il ne faut pas que ça soit avec le pain. Bien sûr, avec le morceau de pain, ça ne fonctionne pas. Justement, parce qu'autrefois, c'était la famille, c'était les moments difficiles et tout ça. C'était les familles nombreuses. Alors, pour faire manger à tout le monde, c'était pas évident que tout le monde mange à la fourchette. On avait tendance à utiliser le pain. D'ailleurs, on est parmi les pays les plus consommateurs les plus grands consommateurs on est réputé pour ça. Exactement. Quand on va au restaurant, on n'est pas contenté de voir un petit ami ou une petite corbeille de pain, mais on en demande tout le temps. Et ça, c'est une mauvaise habitude justement qu'il faut bannir. Bannir, exactement, carrément. Il faut vraiment éviter, oui, c'est vrai. Ouais. Non, le pain, on a tendance, on est les plus grands consommateurs du pain, malheureusement. Mais c'est-à-dire l'éducation justement dans ce sens, c'est de diminuer, de limiter. Un Algérien, il achète jusqu'à 10 baguettes de pain. Oh là là. Normalement, on doit plus voir ça, parce que il faut consommer les légumes secs, par exemple. Les légumes secs, c'est avec la cuillère. Il faut consommer les pâtes, le riz, comme vous dites. C'est-à-dire, il faut savoir consommer d'autres féculents que le pain. Et puis, il y a des astuces. On peut prendre un pain, par exemple, rassis de la veille, comme ça, on mange moins. On peut prendre un pain complet, c'est plus lourd et on mange moins. Donc, il faut avoir des astuces pour essayer de minimiser la consommation de pain pour un premier temps. Exactement. Et c'est des habitudes. Quand on commence à éliminer, on ne se rend même pas compte, mais on en consomme moins. On diminue et après on ne ressent plus le besoin. C'est en mangeant avec une cuillère ou une fourchette qu'on arrive à diminuer le pain, franchement. Parce que sinon, si on consomme le pain en mangeant avec on n'a rien fait là. C'est-à-dire on n'a rien fait. Donc c'est l'essentiel. Il y a de mauvaises habitudes aussi. Il y en a qui mangent des pâtes avec du pain. Ce qui n'est pas normal. Oui. Ça existe dans la culture générale. Mais c'était avant, comme vous dites, c'était quand il y avait la famille nombreuse, quand tout le monde, c'est-à-dire, Il y en a qui vous le disent, non, c'est parce que c'est par rapport au goût.
J'éprouve, c'est plus une addiction au pain. De goût. Oui, avec le pain, des fruits avec le pain, le riz avec le pain. Il y a pas mal de trucs. Bon, ça nous paraît un peu anormal de le voir consommer avec du pain, mais c'est par habitude. On te dit, voilà, non, je trouve meilleur goût à ça. Et voilà, c'est des mauvaises habitudes. Et c'est pour ça qu'il faut éradiquer. apprendre ça depuis le jeune âge, c'est-à-dire depuis l'enfant. C'était ça avant l'intervention depuis tout à l'heure, c'est l'enfant. C'est ça. Si l'enfant apprend à limiter, à manger sainement, on va dire. Ah oui, généralement il aura les enfants de bonnes actuellement ils mangent les pâtes, ils mangent beaucoup de pâtes. Oui. Donc il ne faut pas mettre le pain sur la table. Exactement. On leur donne leur assiette de pâtes et c'est tout. Avec des légumes à l'intérieur, comme ça il ne va pas sentir le besoin. Salade, légumes, tout ça, c'est très bon pour les enfants. Ouais. Des légumes. Il faut jouer avec les couleurs, les légumes que vous dites. C'est-à-dire, il faut savoir ce que enfin, par exemple, il y a des enfants qui vous disent qu'ils ne mangent pas ce légume. Mais quand même, les mamans, elles sont assez intelligentes pour créer, par exemple, les faire, c'est-à-dire les faire en purée, par exemple, les préparer en purée. Je sais, il y a pas mal de choses à faire en purée avec. Ça ne fait rien, avec du fromage, même quelquefois une crème fraîche, ce que les enfants aiment. Mais quand je mets par exemple un velouté avec une petite quantité de crème fraîche, c'est pas comme un gratin où je mets toute une boîte. Quand je mets un morceau de fromage, je ne sais pas quel type de fromage, c'est pas comme lorsque je donne à chacun une part. Oui. Donc une part peut-être pour une personne sera répartie sur tous les membres de la famille. Et voilà, on consomme moins. Donc il faut être intelligent dans tout ça. Oui, bien sûr, il faut être intelligent. C'est pour ça que j'ai insisté sur la préparation. Voilà. Comment préparer, parce que c'est très important. Docteur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous. Merci pour toutes ces informations. Merci, le plaisir vraiment de partager. J'espère qu'on a j'espère qu'on aura l'occasion de parler encore d'autres sujets dans de prochaines émissions. Chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de ce numéro. Nous sommes avec vous en direct de la station. Nous étions avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Ravi de vous retrouver. Je remercie mes invités. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous à la même heure sur la même chaîne jeudi prochain. Soyez fidèles au programme de Canal Algérie. Je vous laisse avec cette pause musicale. Au revoir. صلوا عليه قاد الماء واللي نبتون خال وشجار عداد ما خلق ما خلف يا اولاد عداد صلوا عليه قاد البحر اللي شاف فيه كامل حائر قطعوا رجل بصفيان زيد ما ترداد صلوا عليه قاد جراد قويه وقدم الطيار اسمه والارض حمول الناس كم نصيدا صلوا عليه قد رياح قويه وقد ما غبار ما خلق ما خلف يا اولاد عدا صلوا عليه قد الوحش اللي عيشته الاقفار ولا عوين ولا نار يدير من الصيدا صلوا عليه قد عراب نرحل كلها دوار الناس والارض حمول الناس كامله صيدا وهربت لك يا ربي قربنا الخوت واللي جاير يا الحي الدايم واللي عطيت به رضا يا خالق الخلايق سلكني ما نشوف له بالنار والدي وجميع الناس ما نراشد من شرف النبي سمع الله وجاب ذي الاخبار كان فجاك معبود الدنيا بما لا تقدر من شرف النبي سمع الله وجاب ذي الاخبار ما جاك فاش عيبو هاد الدنيا بما لها وصلات سيدنا محمد شفت وجاب الدفار واللي سامعه وصلات سيدنا محمد شفت وجاب الدفار اللي سامعه ربي من العباد ما داسيه وصلات سيدنا محمد شفت وجاب الدفار وصلات سيدنا محمد شفت وجاب الدفار
صلاة سيدنا محمد صدق الجنة صلاة سيدنا محمد